Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer de revenir en détail sur le recrutement de l'élan béarnais pour la saison 2026-2027 de Betclic Elite. Je vous présenterai l'effectif complet avec le profil détaillé de chaque joueur. Et en images, vous pourrez voir quelques highlights de chacun d'entre eux. Ensuite, je présenterai ma vision sur l'ensemble de l'effectif, mes craintes, mes motifs d'espoir, mes coups de cœur, et je terminerai par un petit pronostic. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Voici les 10 joueurs professionnels qui défendront les couleurs de l'élan béarnais en 2026-2027. Je les ai rangés du poste de meneur au poste de pivot et je vais maintenant vous présenter leur situation contractuelle avant de vous présenter chaque joueur plus en détail. Au niveau contractuel, on a Milanès qui a prolongé jusqu'en 2029, donc pour les 3 prochaines saisons. Les autres JFL, à savoir Cornélie, Pinault, Noël et Mbala, sont engagés à Pau jusqu'en 2028, donc pour les 2 prochaines saisons. Et enfin, tous les joueurs étrangers ont signé pour une seule petite saison. Alors, pour commencer, je vais vous présenter Thomas Corneli. Donc, vous le connaissez déjà, c'est un meneur d'expérience qui était le maître à jouer de l'élan Bernay la saison passée. Il dispose d'un profil de meneur très gestionnaire. Il a en effet terminé meilleur passeur de la saison régulière avec ses 7,4 passes décisives par match. C'est donc avant tout à la distribution qu'il s'est démarqué sous le maillot palois, mais il a aussi montré qu'il pouvait par séquence jouer pour lui, notamment en se rapprochant du cercle et en profitant de son avantage de taille sur les meneurs adverses. Cependant, même s'il peut tirer de loin, il est assez irrégulier dans ce secteur. Il tournait en effet qu'à 31,9% de réussite à 3 points sur 2,2 tentatives par match. Et en défense, du fait de ses 35 ans et de son centre de gravité plutôt haut pour un meneur, il pourrait souffrir face à des arrières plus rapides, bien qu'ayant encore de bonnes jambes pour son âge. Par ailleurs, il faut savoir qu'avec Gravelines Dunkerque en 2024-2025, pour sa dernière saison disputée en Betclic Elite, il tournait à 7 points et 2,3 passes décisives en 18,4 minutes par match. Enfin, s'il devrait toujours être un joueur majeur de l'effectif et le relais de Michaele sur le terrain avec lequel il entamera sa 9e saison, son rôle devrait légèrement être réduit à cause de l'arrivée de Michael Flowers. Michael Flowers a évolué dans 3 clubs et pays différents la saison passée. Il s'est accordé avec les 2 premiers clubs pour ne pas aller au bout de son contrat et espère donc trouver de la stabilité à Pau. C'est un Américain qui commence donc à avoir une bonne expérience du basket européen. Il a déjà joué dans plusieurs pays et a goûté à toutes les coupes d'Europe, mis à part l'Euroleague. Mais il n'a jamais évolué dans un club français. Il dispose d'un profil très différent de celui de Corneli. Il a en effet tendance à être bien plus focalisé sur le scoring. C'est plus un combo guard qu'un pur meneur. Mais du haut de son 1,85 m, il est un peu petit pour un arrière et peut-être en difficulté en défense. Offensivement, c'est un bon joueur de 1 contre 1, agressif balle en main, capable de se créer son propre tir. Il peut sanctionner les défenses adverses grâce à son efficacité à 3 points. En effet, la saison passée, en cumulant les chiffres de ses matchs de saison régulière en championnat domestique avec ses 3 équipes, on obtient une excellente moyenne à 3 points de 45,5% de réussite. Sa part des tirs à 3 points sur les tirs tentés dans le jeu est élevée. C'est donc un joueur qui est beaucoup dans le tir extérieur. Par contre, même s'il a un bon instinct pour servir ses coéquipiers, il peut avoir tendance à abuser du dribble en isolation et donc jouer avec des œillères. Cela se retranscrit notamment dans son mauvais ratio passes décisives balles perdues pour un meneur et vient corroborer l'idée selon laquelle il n'a clairement pas un profil de gestionnaire à la différence de Corneli. Le backcourt sera complété par Fabio Milanès. Alors lui aussi, vous le connaissez déjà, il sort d'une saison très satisfaisante pour son retour au club et aura à cœur de poursuivre sur cette lancée en Betclic Elite. La question de le prêter à l'intersaison s'est posée, mais finalement il reste à Pau. Si en première division l'adversité sera d'un tout autre niveau, je suis convaincu qu'il est en mesure de jouer le même rôle que la saison passée. Il représente un bon compromis entre les 2 joueurs présentés juste avant. Son rôle de dynamiteur offensif en sortie de banc sera précieux, notamment grâce à ses pénétrations sur sa main gauche magique. Maintenant, reste à voir s'il arrivera à passer un cap dans la gestion du rythme et s'il parviendra à stabiliser son tir extérieur, dont l'adresse n'était que de 27,8% de réussite, pour devenir plus complet et confirmer sa progression à l'échelon supérieur. Pour rester sur les joueurs formés au club, on va passer à Bastien Pinault.
Alors Bastien Pinot, on ne le présente plus, c'est une valeur sûre de l'effectif. Il est le seul joueur à avoir connu toutes les saisons de l'élan Barnet version Michaelé. Il était tout simplement, comme vous le savez, la gâchette de l'équipe ces 2 dernières années. Et vu le recrutement, il devrait peut-être perdre un peu en responsabilité et avoir un peu moins le ballon entre les mains. Or, les défenses seront un peu moins focalisées sur lui et il continuera sans trop de soucis à sanctionner à 3 points. Si défensivement il fait les efforts, on sait qu'il reste assez limité physiquement, et face aux attaquants de Betclic, ça pourrait poser problème. Mais ce qui est certain, c'est que son expérience, son sens du sacrifice et du collectif, et sa faculté à se sublimer dans les moments chauds seront de précieux atouts. Devon Mogmer est lui aussi un bon shooter qui tournait la saison passée en Pologne à 44,6% de réussite à 3 points sur presque 3 tentatives par rencontre. C'est un extérieur vraiment complet faisant preuve d'une véritable efficacité offensive. Il est capable de jouer de face comme de dos au panier grâce à sa solide maîtrise des fondamentaux et son avantage physique sur ses vis-à-vis. Il est aussi reconnu pour ses qualités humaines et son sens du collectif. Il ne tire pas la couverture à lui en attaque, mais il peut même avoir tendance à un peu trop s'effacer aux côtés de forts créateurs. Étonnamment, il est assez maladroit sur la ligne des lancers francs pour un joueur si bon derrière les 6,75, puisqu'il ne tournait qu'à 71,4%. Mais il n'en tentait que 0,8 par match et ne sera donc pas attendu dans ce registre. Ce n'est en effet pas un véritable créateur, il peut un peu manquer d'agressivité vers le cercle, bien que pouvant être efficace sur pénétration quand il en a l'opportunité. C'est un joueur qui peut un peu tout faire sur un terrain, mais qui tend pas mal vers un profil de 3&D, c'est-à-dire adroit à 3 points et fort défenseur, car oui, défensivement, il est costaud et peut défendre sur plusieurs postes. Pour rester sur le thème de la défense, Juwan Gary est un ailier qui s'est construit une solide réputation de défenseur en NCAA. Son agressivité, son activité et ses qualités physiques font de lui un défenseur redoutable et versatile. Néanmoins, il n'a pas confirmé cela pour sa première saison pro en Europe du côté de la Belgique. Les observateurs belges ont évoqué un manque d'investissement défensif, mais cela est plutôt commun chez les Américains qui veulent se montrer pour rejoindre des championnats plus réputés, d'autant plus qu'il avait tendance à s'économiser en défense du fait du rôle qu'il a endossé de l'autre côté du terrain. Il tournait en effet à une très bonne moyenne de 16,8 points par match. Mais cette moyenne est à relativiser, car s'il a montré qu'il était capable de marquer de loin, notamment sur du catch and shoot, comme de près, il faut savoir que son volume de tir était très important. Il s'est levé à 14 par match en 32 minutes. C'est un euphémisme de dire qu'il n'était pas du genre à refuser un tir. Or, il n'était pas très adroit comme l'indiquent ses 29,7% de réussite à 3 points. Mais il faut quand même préciser que prenant beaucoup de tirs, forcément, nombreux d'entre eux étaient compliqués. Par ailleurs, il a de grosses lacunes dans la création offensive pour les autres. Il perdait plus de ballons qu'il ne faisait de passes décisives. Il perdait 1,8 ballons et ne réalisait qu'1,3 passes décisives. Réaliser si peu de passes décisives en 32 minutes est vraiment faible. Il doit encore s'améliorer dans ses lectures de jeu. Mais cela n'est pas rédhibitoire puisqu'il ne sera certainement pas attendu dans ce registre. Enfin, il dispose d'une envergure et une activité intéressante lui permettant de prendre pas mal de rebonds offensifs pour un ailier. Je vais maintenant m'intéresser au secteur intérieur en commençant par le poste 4 Gilles Noël. Après de nombreuses saisons passées entre la National 1 et l'Élite 2, le Guyanais de 33 ans découvrira la Betclic Elite. Il s'est affirmé comme l'un des meilleurs ailiers forts de l'antichambre du basket français, notamment grâce à sa fiabilité dans le tir extérieur et sa très bonne main gauche près du cercle. Il prenait lors de la saison passée du côté de Grieshoffen 5 tirs à 3 points sur 27 minutes par rencontre pour une réussite de 33,7%. Il sera intéressant sur du pick and flare ou des ghost screens suivis d'un tir. Par ailleurs, on dit souvent que le poste 4 est le deuxième meneur sur le terrain et Noël ne déroge pas à la règle. Il dispose en effet d'une très bonne vision du jeu et fait preuve d'altruisme. C'est un véritable facilitateur du jeu, bien que cela ne se reflète pas dans ses stats avec l'ASA, puisqu'il ne tournait qu'à 1,7 passes décisives pour 1,8 ballons perdus, en partie du fait que la réalisation de ses passes pouvait manquer de précision. Si offensivement il sera une arme intéressante, défensivement il aura un peu plus de mal car c'est un intérieur de seulement 1,98 m, ayant des qualités athlétiques limitées et le freinant dans la sécurisation du rebond. Mais il arrive à compenser en partie par son expérience et sa puissance au sol.
Il y a quelques années, il a perdu beaucoup de poids pour devenir un intérieur mobile et gagner en endurance, deux choses qui lui faisaient fortement défaut. Selon moi, il est à l'apogée de sa carrière et est logiquement récompensé par une signature en Betclic Elite. Joshua Mbala sera l'autre JFL de la raquette. Il est le quatrième et dernier joueur de l'effectif qui défendait déjà les couleurs béarnaises la saison passée. Avec son activité incessante, il incarne la combativité. C'est le coéquipier parfait pour aller à la guerre. Lors de la première partie de saison, il a été fortement gêné par des blessures et n'a pas pu montrer ses qualités au public palois. Puis une fois apte à jouer, il a été très précieux dans le combat, notamment au rebond et en défense. Sa présence a coïncidé avec l'excellente seconde moitié de saison paloise. Pour changer de dimension, il devra s'améliorer en attaque. Aujourd'hui, il a du mal à créer son propre tir et dépend majoritairement des caviars de ses coéquipiers ou des paniers marqués sur seconde chance. Il tournait en effet à 2,4 rebonds offensifs en seulement 16 minutes par match. Il ne représente pas une menace dans le tir extérieur, est trop maladroit sur la ligne des lancers francs, comme en atteste sa très faible réussite de 49,6%, et près du cercle, il a tendance à trop se précipiter et être encore trop frustre. Je vais maintenant passer au poste de pivot et pour commencer, je vais vous présenter Ben Middlebrooks. Donc Ben Middlebrooks est un intérieur qui dispose d'un vrai bras et qui peut donc écarter le jeu. Son tir extérieur est en très grande progression. La saison passée, il tentait 4,2 tirs à 3 points par match pour une bonne réussite de 37,6%. Middlebrooks peut aussi attaquer le cercle grâce à sa maîtrise des fondamentaux et sa bonne dextérité balle en main pour un joueur de 2,08. C'est un attaquant assez complet car il va vite au cercle sur les situations de pick and roll, a un jeu dos au panier correct et grâce à sa solidité du haut du corps et son toucher, il parvient à finir près du cercle au contact. Mais sa réussite sur la ligne des lancers francs de seulement 62,8% est assez faible pour un joueur aussi adroit derrière l'arc. Pour en terminer avec le côté offensif, il faut aussi savoir qu'il dispose d'un bon sens du jeu. Défensivement, il peut aussi apporter car sa mobilité pour sa taille, couplée à son sens du contre, lui permettent de protéger le cercle même quand la défense semble battue. Cependant, il reste encore en développement. Il progresse bien mais doit encore gagner en exigence dans ses déplacements défensifs sur non-porteurs. Il peut aussi être en difficulté dans la protection du rebond défensif, où il a tendance à être un peu trop attentiste et trop s'appuyer sur son physique. C'est donc un joueur qui pourra apporter offensivement et qui a encore une belle marge de progression. Reste maintenant à voir s'il parviendra à retranscrire en Betclic Elite ce qu'il a réalisé en Suède, car l'adversité sera d'un tout autre niveau. Dans un profil offensif différent de celui de Middlebrooks, le pivot Justin Briggs vient compléter l'effectif. Le pivot en provenance de Mykonos est grand, longiligne, rapide et athlétique. Son physique lui permet de couvrir pas mal de terrain rapidement. Défensivement, il peut boucher pas mal de trous et être très efficace dans la protection du cercle. Mais il peut avoir tendance à commettre trop de fautes défensives et être battu au poste bas contre des intérieurs costauds, habiles et ayant des centres de gravité plus bas à cause de ses excès d'agressivité. C'est aussi un redoutable rebondeur. La saison passée, il prenait en effet 6,8 rebonds par match en seulement 20 minutes. Offensivement, sa capacité à vite se projeter vers l'avant lui permet d'être en avance sur son vis-à-vis sur les situations de transition et être efficace sur pick and roll. C'est un très bon finisseur qui ne termine pas qu'avec des dunks, puisqu'il a de bonnes mains et est difficilement contrable en raison de sa taille. Briggs est donc un joueur qui apportera toute sa verticalité et sa capacité à faire du cercle à cercle. En revanche, il n'a pas de tir extérieur et ne peut donc pas écarter le jeu et est très maladroit sur la ligne des lancers francs, puisqu'il ne convertissait que 53,8% de ses tentatives. Enfin, sa capacité à réaliser des passes reste un peu limitée. Du côté des espoirs, le poste 3-4 de 17 ans Herold Nathan Asira Ngouté sera au contact de l'effectif professionnel tout au long de la saison et pourrait, pourquoi pas, obtenir quelques minutes. Si vous voulez en apprendre davantage à son sujet, je vous invite à aller lire sur Instagram l'interview que j'ai réalisée avec lui. Le lien du compte est dans la description. Maintenant que chaque joueur a été présenté, je vais vous présenter mon opinion plus générale sur l'effectif. Alors au global, l'équipe me semble bien construite, elle est assez complète et le recrutement est cohérent.
Il y a de la taille, du physique et des qualités athlétiques pour survivre dans une Betclic élite reconnue pour sa dimension physique. Sur les postes intérieurs, la philosophie de Michaele est bien retranscrite et correspond aux exigences du basket moderne. Les quatre joueurs intérieurs, que sont Noel, Mbala, Middlebrooks et Briggs, disposent en effet d'une bonne mobilité, ce qui est essentiel dans le jeu fait de vitesse et de mouvement du coach, et pour répondre aux exigences physiques que demande la défense façon Michaele, qui est très demandante en termes de course. Les profils physiques des grands que sont Mbala, Middlebrooks et Briggs conviennent très bien à la volonté du coach de courir et de conserver un haut degré d'intensité. Les intérieurs sont en plus complémentaires. Sur les postes 4 et 5, on retrouve de l'adresse extérieure avec Noel et Middlebrooks, qui peuvent aussi finir à l'intérieur, et de la protection du cercle avec Mbala et Briggs. Parmi les joueurs du secteur intérieur, le profil de Middlebrooks m'intrigue. J'ai vraiment hâte de le voir en action sous le maillot vert et blanc, car il dispose d'une palette offensive variée et d'un physique pour réussir à très haut niveau. Bien qu'il n'ait joué qu'une seule saison au niveau professionnel et à un niveau plutôt modeste puisqu'il évoluait en Suède, il a suivi un cursus prestigieux en NCAA et dispose déjà d'une bonne compréhension du jeu, qui sera primordiale sous les ordres de Michael Hay. À ses côtés, Noel a aussi une bonne vision du jeu et sait faire preuve d'altruisme. Ça tombe bien car le partage du ballon est un autre pilier de la méthode du technicien palois. On a bien vu la saison passée dans les stats des Béarnais que la force du collectif a permis à l'élan d'obtenir son ticket d'accession à la Betclic Elite. Mais aujourd'hui, même si les nouveaux joueurs sont conscients de la philosophie de jeu et des valeurs du club, et en théorie sont en accord avec celle-ci, je reste perplexe au sujet de Flowers et Gary. Pour le premier, il va apporter un profil de scoreur et sera une vraie menace dans le tir extérieur sur les postes 1 et 2, chose que Corneli et Milanes ne sont pas. Il sera complémentaire de Corneli et leur association pourrait être intéressante tant leurs profils sont différents. Mais d'après mes recherches, comme je vous l'ai expliqué dans sa présentation, j'ai un peu peur qu'il ait tendance à être un croqueur et donc à ne pas correspondre au style de jeu souhaité par le coaching staff. Pour Gary, son rôle sera différent de celui qu'il avait en Belgique. Il est attendu avant tout comme un solide défenseur et un finisseur au cercle. Mais acceptera-t-il vraiment ce rôle, car la saison passée, il avait énormément de tickets tir et était présenté comme un joueur qui pensait beaucoup à ses stats. Mais à Pau, il aura de meilleurs shooters à ses côtés et aura donc moins de responsabilités offensives. Mais parviendra-t-il à suffisamment mettre son ego de côté et donc peut-être moins se montrer pour se fondre dans le collectif? Mais l'élan possède déjà quelques garanties au sujet du partage du ballon. Il a en effet réussi à conserver Corneli, le meilleur passeur d'élite 2, pour lequel la méthode Michaele n'a plus aucun secret. Tino aussi connaît bien le jeu proposé par son coach puisqu'ils entameront leur troisième saison consécutive ensemble, et le pistolero bigourdan est un joueur dont la capacité de passe n'est pas assez évoquée. On a tendance à le catégoriser comme un shooter quand c'est dans ce registre qu'il excelle, mais il est un peu plus que cela. Mogmer a aussi un profil de fort-footer particulièrement intéressant pour se fondre dans le collectif. C'est mon gros coup de cœur de l'intersaison. J'apprécie grandement son profil car il est très polyvalent, élégant à voir jouer, fort en défense et laisse le jeu venir à lui. Il n'a joué qu'une saison en Europe, mais fait déjà preuve d'une grande maturité dans son jeu. Par contre, si Mogmer est un bon défenseur sur les extérieurs, je crains que l'élan soit un peu en difficulté en défense contre les meneurs vifs et rapides qui sont nombreux en Betclic Elite. Mais l'avantage, c'est que derrière, un joueur comme Briggs, qui tournait à 1,6 contre en seulement 20 minutes, peut compenser et imposer sa dissuasion dans la raquette. Par ailleurs, le club a réussi à conserver 4 joueurs qui étaient déjà présents la saison passée et qui apportent des garanties. Corneli et Pino, je ne vais pas revenir sur leur sujet, mais ils offrent un plancher solide, notamment grâce à leur expérience. Milanes est sur une pente ascendante et pourra apporter sensiblement la même chose que la saison passée, malgré l'augmentation du niveau adverse. Je pense, ou du moins j'espère, que l'on n'est pas au bout de nos surprises avec lui. Et enfin, Joshua Mbala n'est pas le plus talentueux, mais ce qui est certain, c'est que peu importe l'adversité, il sera toujours précieux dans les tâches de l'ombre, ce qui est un élément primordial pour n'importe quelle équipe qui souhaite performer. Mais si ces 4 joueurs connaissent déjà le système du coach, ce n'est pas le cas des autres et cela m'inquiète. En effet, depuis la prise de fonction de Michaele à la tête de l'élan béarnais, on a souvent entendu dire qu'il fallait laisser du temps aux joueurs pour bien assimiler la méthode de coaching. Et lors des 2 dernières saisons en Élite 2, les résultats à la mi-saison étaient en deçà des attentes, même si l'on peut toujours trouver des circonstances atténuantes comme les blessures.
mais celles-ci ont quasiment toujours fait partie de l'équation. Mais en Betclic Elite, les Béarnais n'auront plus la marge de manœuvre qu'ils avaient à l'échelon inférieur, car ils ne feront plus partie des équipes avec le plus de moyens, et le niveau en élite est très relevé. Donc il ne faudra pas que l'alchimie collective prenne trop de temps à se faire, car le club pourrait vite se retrouver proche de la zone de relégation. D'autant plus qu'il n'y aura plus de petits poussés comme Le Portel la saison passée. Mais au moins, les verts et blancs ne prendront pas à la légère les petites équipes, puisqu'ils n'en affronteront pas, car on sait que ces dernières années, l'équipe a eu tendance à se faire surprendre à domicile par des équipes plus faibles qui se déplaçaient sans complexe et qui en voulaient davantage que les locaux. Il faudra aussi voir ce qu'il en sera de Monaco et du potentiel repêchage de Saint-Quentin, qui pourrait être sur le papier la seule équipe à être plus faible que l'élan, sachant que Boulazac et Gravelines Dunkerque devraient être à peu près au même niveau que les Palois. Pour terminer, je vais un peu me mouiller et donner mon pronostic. Alors, vu comment est construit l'effectif béarnais, je pense qu'il a largement le potentiel pour se maintenir, et je vois même l'élan terminer à la 12e ou 13e place du championnat. Faut aussi savoir qu'en Betclic Elite, il n'y a que 16 équipes, donc les Béarnais pourraient se retrouver à jouer le maintien, et le week-end d'après se mettre à rêver d'une qualification pour le play-in. Le fait de ne jouer que 30 matchs contre 38 en Elite 2 va aussi permettre de plus s'entraîner, et le renforcement du staff avec l'arrivée d'un data analyst et d'un préparateur mental va aussi favoriser la performance. J'en ai terminé avec ma présentation de l'effectif béarnais. Je reviendrai vers vous sur YouTube pour faire un bilan de la pré-saison et apporter une vision plus éclairée sur l'effectif une fois que celui-ci aura été vu en action. Le suivi de la pré-saison sera assuré sur Instagram, dont le lien est pour rappel en description. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like et partager cette vidéo aux supporters béarnais que vous connaissez.